Vous vivez à deux et que vous envisagez d'acheter un premier logement, eh bien vous ne pouvez pas faire l'économie de quelques questions au risque d'être un jour rongé par les regrets. Et ces questions, eh bien nous allons les poser pour vous à un notaire. Mais sachez qu'après son intervention, vous pourrez vous-même lui poser vos questions sur ce sujet et ce sera en direct sur Internet. Bonjour Mathieu Fontaine. Vous êtes donc notaire, donc je vais vous appeler maître, à moins que vous y voyez une objection. La question du premier achat à deux, c'est vrai qu'elle est importante. C'est une question qui inquiète parce qu'un premier achat, c'est beaucoup d'argent, souvent, quand on achète un appartement. Et puis, c'est surtout des questions auxquelles on est confronté et auxquelles on n'a vraiment pas envie de répondre. Et ces questions, c'est quoi? Alors effectivement, cet achat à deux, la question de l'achat à deux est importante. Elle est même essentielle à deux stades un petit peu compliqués de la vie, la séparation ou la succession. Oui, parce qu'on a horreur d'envisager la séparation, parce que quand on est ensemble, c'est pour la vie, c'est connu. Et puis on est tous immortels, bizarrement. Hein. Tout à fait. Et puis quand on achète à deux, qu'on a un projet à deux, on a du mal en réalité à se projeter sur des aspects négatifs de son couple. Et pourtant, il faut. Alors, on va envisager deux situations. Celle où on est marié sans contrat et les autres. C'est un peu ça, hein, le choix. Alors, marié sans contrat, c'est la plus courante, finalement? Oui, alors on peut schématiser effectivement comme ça. Marié sans contrat, c'est la situation la plus courante, c'est la communauté légale. C'est la situation de quasiment 9 couples sur 10. Et dans cette situation, alors si on reprend nos problématiques, hein, en se disant d'avoir une réflexion sur l'achat à deux, c'est surtout anticiper les moments difficiles, la séparation ou le décès. Si on reprend ces deux problématiques, dans la communauté, si vous vous séparez, chacun des membres du couple a droit d'avoir la moitié de ce que possédait la communauté. Voilà. Donc, par ce postulat, on perçoit qu'il y a quelques subtilités qu'il faut définir au moment de l'achat, notamment si l'un des époux, au moment de l'acquisition, doit apporter des fonds qui lui sont personnels, parce qu'il les a reçus par donation, ou parce qu'il les a reçus par la succession d'un de ses proches, il est important d'avoir cette discussion avec son notaire au moment de l'achat et peut-être de matérialiser l'existence de ses fonds propres dans l'acte d'achat. Voilà, c'est-à-dire qu'on partage 50-50, même si l'un des deux a investi davantage que l'autre? Eh bien, sur le principe, oui. C'est pour ça qu'il faut le préciser quand on fait une acquisition, faire ce qu'on appelle une clause d'emploi ou de remploi, préciser dans l'acte d'achat que des fonds qui sont personnels à tel époux, quand il est en communauté, vont être utilisés pour faire cette acquisition commune. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en cas de séparation, on tient compte de la part que chacun a apportée. Exactement. En cas de décès, que se passe-t-il? Eh bien, en cas de décès, la règle est identique. Si vous avez, on va prendre un exemple simple, hein, madame dispose d'argent propre, d'argent personnel qu'elle a eu par donation de ses parents. Au moment de l'achat, lors de la communauté, elle reconnaît l'existence de cette somme propre et il arrive quelque chose à monsieur. Au moment où on traite la succession, normalement, la moitié de ce patrimoine, du patrimoine commun, dépend de la succession. Le fait pour madame d'avoir reconnu officiellement avec son mari et reconnu l'existence de l'utilisation de ses fonds propres permet là aussi de distraire du patrimoine de la succession la somme qui est reconnue comme propre. Oui. Parler de madame et de son mari, ça peut être madame et madame. Hein, ça peut être madame et madame, ça peut être monsieur et monsieur, bien évidemment. Vous en voyez beaucoup d'ailleurs des couples de même sexe mariés qui... On en voit beaucoup et c'est tant mieux. Le Pacs n'avait pas eu en réalité beaucoup de faveur pour les couples homosexuels. C'est vrai qu'il y avait cette étiquette homosexuelle qui était collée par le Pacs. Le Pacs a beaucoup mieux marché pour les couples hétérosexuels de façon un peu curieuse. Et aujourd'hui, grâce à la loi pour le mariage pour tous, c'est vrai que les couples homosexuels se sentent reconnus comme des vrais couples et on en voit très régulièrement dans nos études. Avec souvent de forts pouvoirs d'achat, donc c'est une bonne chose pour les notaires. Exactement. Alors, on a parlé des couples mariés donc sans contrat. Les autres, c'est qui finalement? Les autres, ce sont les couples mariés, mais mariés avec un contrat de mariage, qui est bien souvent le contrat de séparation de biens. Et on a également les couples qui sont soumis au régime du pacte civil de solidarité, ce qu'on appelle le PACS en langage courant. Et puis les autres couples qui n'ont choisi aucune organisation de leur couple, qui sont les concubins. Voilà, concubinage. Donc dans ces trois situations, les acquisitions vont se faire sous le régime
problème de l'indivision. L'indivision, c'est la situation dans laquelle on se trouve quand on achète des quotes-parts d'un bien dans ces trois contextes-là. Et donc là aussi, il faut avoir une réflexion importante lors de l'achat, puisque là, chacun des partenaires ou des époux ou des concubins va acheter une quotité du bien qu'il aura définie en fonction de ses finances, en fonction de son apport. Et il est important de définir précisément, là encore, pour ces deux moments de la vie un petit peu compliqués, pour la séparation ou pour le décès, il est important de définir précisément la quotité que chacun doit acheter en fonction de ses facultés et en fonction de ses apports personnels. Et ça, c'est le rôle du notaire d'apporter son conseil.